Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérôme Lowenthal qui vient évoquer avec nous son passionnant parcours. Bonjour Jérôme. Bonjour, je suis tellement content d'être ici. Nous aussi. Alors je résume votre parcours. Vous êtes natif de Philadelphie aux États-Unis. Vous étudiez avec Olga Samaroff à Philadelphie, William Capell et Edward Steuermann à la Juilliard School de New York et Alfred Cortot à l'École normale de musique de Paris. Lors de votre séjour en Europe, vous remportez des prix à des concours internationaux comme le concours international Reine Elisabeth de Belgique, le concours Ferruccio Busoni à Bolzano et au festival de Darmstadt. Vous devenez ensuite professeur à l'Académie Roubine de Jérusalem durant 3 ans avant de rentrer aux États-Unis. Vous vous êtes produit avec les plus grands orchestres symphoniques américains comme le Chicago Symphony, le Boston Symphony, le Los Angeles Philharmonic ou le Cleveland Orchestra et sous la direction de Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Anatole Dorati, Carlo Maria Giulini, Zubin Mehta, Pierre Monteux, Eugene Ormandy, Seiji Ozawa, Léopold Stokowski ou Klaus Tenstedt. Vous êtes reconnu comme spécialiste de Franz Liszt et de Piotr Ilyich Tchaïkovski et plus généralement de la musique virtuose et romantique tardive. Depuis 1991, vous êtes professeur à la Juilliard School de New York et depuis 1970, vous êtes titulaire de la chaire d'enseignement du piano au Festival d'été de la Music Academy of the West à Santa Barbara. Vous êtes aussi fréquemment invité comme membre du jury de concours internationaux de piano. Je vous propose de débuter notre entretien avec Gondoliera tiré du recueil Venezia et Napoli de Franz Liszt.
Gondolière, tiré du recueil Venezia et Napoli, supplément au deuxième livre des années de pèlerinage de Franz Liszt dans l'interprétation de notre invité Jérôme Lowenthal. Alors dites-nous Jérôme, venez-vous d'une famille de musiciens? Non, ma famille ne connaissait pas la musique, mais elle s'intéressait énormément à ce que je faisais. Elle vous a encouragé à commencer le piano ou un instrument? C'est-à-dire, il y avait un piano dans la maison. À cette époque, tout le monde avait un piano. Donc, j'avais une sœur aînée qui prenait des leçons de piano et elle n'en était pas très contente. Et quand elle finissait son travail un peu forcé, moi, petit, je suis allé au piano et j'ai joué ces morceaux par oreille. Ça n'était pas bon pour mes relations avec ma sœur, mais ça a impressionné énormément mes parents. Et puis, j'avais l'absolute pitch. L'oreille absolue. Oui. Et ce n'est pas une chose musicale, mais ça impressionne beaucoup les gens. Donc, j'ai commencé par ça. Et j'étais tout à fait rempli de mon amour de musique. Je me souviens du jour où j'ai découvert l'accord 5/7, un accord tout à fait essentiel dans la musique. Et pendant je ne sais pas combien de temps, je me jouais et je ne pouvais pas être fatigué de cette sonorité. Donc ça s'est commencé comme ça. Et plus tard, c'est une autre histoire parce que la vie devient compliquée. Mais la musique m'a toujours enchanté. Alors, vous avez côtoyé des professeurs qui sont devenus des légendes, comme William Capell ou Alfred Cortot. Quels souvenirs gardez-vous de leur enseignement? On me demande cette question souvent et je ne sais pas comment expliquer que ce que j'ai retenu de ces gens, c'était surtout ces gens eux-mêmes, leur personnalité, leur âme, leur sens de la musique. Capell, qui, comme vous savez sans doute, est mort à l'âge de 31 ans, Capell était tellement esclave de ce sens d'obligation pianistique. Et ça, c'était nouveau pour moi. Quand j'avais étudié avec Olga Samarov, que j'adorais, j'ai trouvé le sens d'être artiste. Mais c'était avec Capell que j'ai trouvé le sens d'être esclave de la musique, parce que lui était vraiment esclave du piano. C'était un homme extraordinaire, un artiste extraordinaire. Et je ne sais pas si vous connaissez très bien ses œuvres, mais à la fin de sa vie, avant l'accident fatal, il a joué beaucoup de concerts en Australie. Il y avait un homme, parce que ces concerts étaient en général enregistrés par la radio. Et il y avait un homme australien qui les a enregistrés. Après la mort de cet homme, on a découvert ce trésor. Ces concerts-là sont même plus intéressants que ce qu'il a fait avant, parce qu'il était en train de changer de personnalité. Il avait une histoire que j'ai racontée souvent. J'ai appris avec lui, quand je viens d'étudier avec lui, j'ai appris la sonate Marche funèbre de Chopin. Et il voulait que tout soit agitato, 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 agitato. Et je l'ai joué comme ça. Et puis, 2 ans après, j'ai ramené cette œuvre à nos leçons. Mais il avait changé, sa personnalité avait changé. Et il haïssait ma manière de jouer. Et lui, c'était un homme qui, quand il haïssait quelque chose, il disait non, 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 non. Et moi, je pensais, mais c'est justement ce que vous m'avez indiqué. Non, non. Et puis, tout à coup, il a dit, en vérité, c'était ma conception avant. Mais je crois que ça est tout à fait faux. Et il a pris une plume, un stylo, et il a écrit
dans ma musique. Après le mot imprimé d'agitato, il a écrit dolente. Ce changement marque ce qui se passait dans son esprit. Et à la fin de sa courte vie, il était quelqu'un d'autre. Et on entend ça dans ses disques qui sont tellement extraordinaires. Maintenant, ses deux enfants, parce qu'il avait 2 petits-enfants quand il est mort, ils essaient que le gouvernement fasse un memorial stamp pour lui, parce qu'en septembre sera le 100e anniversaire de sa naissance. Je ne sais pas si on va le faire. J'ai écrit une lettre et on m'a répondu qu'on le considère. Ça serait bien, ça serait formidable. Oui. C'est Capel. Cortot, évidemment, c'est une autre chose. Entre Capel et Cortot, j'étudiais avec Edward Steuermann, un grand musicien et un grand pédagogue. Steuermann était un professeur qui voulait que tout soit justement comme ça. Mais encore une fois, évidemment, j'ai appris beaucoup de choses spécifiquement musicales de lui, mais j'ai appris aussi une manière de penser à la musique et à l'art. Ce que Steuermann voulait, c'était de trouver ce qui était personnel, unique dans chaque moment de musique. Justement ça. C'est just that, il disait. Pour moi, c'était aussi une révélation. Il était un peu jaloux de mes relations avec Capel parce que Capel était mort et il ne pouvait pas dire du mal de lui. Mais il a regardé ma musique et le mot dolente que Capel avait écrit dans ma partition. Et il m'a dit, Luc, regardez, cette idée de dolente, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. J'ai compris que c'était une chose qui n'avait rien à faire avec la musique. Mais encore une fois, 2 années après, j'ai ramené cette œuvre pour lui avec la même partition. Et il m'a dit, tu sais, peut-être on peut mettre plus d'emphase sur le côté dolente de cette musique. Très bien. Si vous allez me demander si j'avais joué cette sonate pour Cortot, oui, je l'ai fait. Il ne commentait pas le dolente, mais il avait d'autres suggestions magnifiques. En général, les suggestions de Cortot étaient extrêmement personnelles et loin de ce qu'on m'avait dit avant, mais peu à peu, j'ai appris à les considérer, à les adopter. Et puis, il avait des prononciations poétiques. Il a dit, le marche funèbre, ce n'est pas un morceau de musique, c'est un message personnel. Ça, c'était du pur Cortot. Et même quand il a dit des choses que je ne pouvais pas accepter, par exemple, au commencement de la sonate Waldstein, la sonate Aurore, comme on dit en Europe, il voulait qu'il y a, comme vous savez, des accords, 2 notes dans chaque main. Et il voulait que je joue 3 notes dans la main gauche pour mettre plus d'emphase sur le chant. Je n'ai jamais fait, mais ça m'a donné une autre idée de la musique. Cortot était très, très gentil pour moi. Je connaissais son histoire pendant la guerre. Je me suis dit, si j'accepte de profiter de ses leçons, je ne peux pas lui en vouloir. Oui. On m'a suggéré, il était très très gentil avec moi. On m'a suggéré que c'était à cause que j'étais juif. Je peux pas dire ça, oui ou non, mais en général, dans la vie, il faut accepter ce qui arrive. Je suis très très reconnaissant envers lui.
Et pour le reste, ce sont d'autres choses qui peuvent l'investiguer. Alors je vous propose de poursuivre en vous écoutant dans l'Andantino Semplice du premier concerto pour piano en sol bémol mineur, opus 23 de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Notre invité, Jérôme Lowenthal, est accompagné du London Symphony Orchestra sous la direction de Sergiu Comissiona.
l'Andantino Simplice du premier concerto pour piano en si bémol mineur opus 23 de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Notre invité, Jérôme Lowenthal, était accompagné du London Symphony Orchestra sous la direction de Sergiu Commissiona. Jérôme, vous avez également collaboré avec des chefs de légende, notamment Bernstein, Ormandy ou Stokowski. Oui. Comment est-ce que ça se déroulait? C'était assez facile. Je vais vous répondre. Je voudrais dire Oui. pour le disque du concert de Tchaïkovski Oui. que c'est la version originale. Tchaïkovski, après les critiques de Nicolas Rubinstein, a sérieusement changé. Enfin, pour répondre à votre question, oui, en général, j'ai énormément profité et j'ai appris beaucoup en jouant avec ces grands maîtres. Il y en avait qui étaient mes favoris. William Steinberg, par exemple, avec Pittsburgh. qui j'ai joué beaucoup de fois. Oui, j'ai joué avec lui aussi à Boston et à Cleveland. Et dans une tournée internationale en Europe et au Moyen-Orient, Monteux, j'étais peut-être le dernier soliste de Monteux. C'était à Tel Aviv et il marchait très lentement. Et il fallait, après les concerts, il fallait prendre quelques pas et puis saluer le public. Et puis on recommençait. Et puis enfin, on arrivait à la fin. Monteux avait des gestes très petits. Steinberg, ce qui était exceptionnel dans sa manière, c'est qu'il était toujours beaucoup avant the beat. Quand j'ai joué avec Steinberg à Cleveland, c'était juste après la mort de George Szell, qui était très rigoureux. Et Steinberg était toujours été en avance. Et l'orchestre en était joyeux. Et on m'a dit, et je vais le dire en anglais, we don't follow him, we chase him. Nous ne le suivons pas. Nous le pourchassons. Nous le chassons, oui. Joseph Cripps était très important dans ma vie. J'ai joué avec lui le deuxième concert de Bartók en Israël et il m'a engagé pour faire ça à New York avec l'orchestre philharmonique. Et cela a commencé ma carrière en vérité. Bernstein était quelquefois extrêmement intéressant et sympathique et quelquefois pas. Il était très exigeant. Stokowski était merveilleux. Et il y a une vidéo de moi avec Stokowski en jouant la Rhapsodie de Rachmaninoff. J'ai joué aussi le premier concert de Bartók avec Stokowski, qu'il ne connaissait pas. Mais quand il était, comment est-ce que je peux le dire, Stokowski était un homme de contraste. Mais il était un grand maître, un grand musicien et une personnalité très intéressante et très, très amusante. Quand on m'a présenté à lui, il m'a demandé « Où est-ce que vous êtes né ?» Et j'ai dit « À Philadelphie, maestro. » Ça ne lui a pas plu. « Et vos parents, où est-ce qu'ils sont nés ?» En vérité, eux aussi, ils sont nés à Philadelphie. Et avant ça... J'ai compris, j'ai dit, j'aurais pu dire beaucoup de choses parce que mes grands-parents étaient de tout part de l'Europe de l'Est, mais je savais ce qu'ils voulaient entendre. J'ai dit, avant ça, en Pologne, Russie. Russian Poland, that's where I am from. Je suis de ça aussi. Les gens disent ils sont de Philadelphie, mais ce sont les jeans. Les gènes. Qui comptent. Oui. Lui n'était pas de Pologne, il était de Londres. Il était à Londres, oui. Mais il avait une idée de lui-même. Il avait un accent qu'il avait acquis à Cincinnati, un accent polonais. Et il se présentait. La dernière fois que je l'ai vu, je viens de terminer une tournée
de concert avec lui et prenais mon par-dessus avec ma femme quand il a passé et il m'a dit au revoir. Et j'ai dit, maître, je crois que vous connaissez ma femme. Et sans s'arrêter, il a dit, ah oui, vous êtes marié. Je l'ai essayé une fois, mais ça n'a pas marché. J'aurais pu dire 3 fois maître, mais je n'ai pas. Sa première femme était mon professeur, ma professeure Olga Samarov. Et quand j'ai fait sa connaissance de Stokowski la première fois, il m'a demandé aussi avec qui vous avez étudié et spécifiquement, pas les grands noms, mais d'autres gens. Et j'ai dit à plusieurs gens à Philadelphie, y compris Olga Samarov, je l'ai regardé, pas un mouvement d'impliquer ma première femme. Il était comme ça. Il était extraordinaire. Et dans les vraies répétitions, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de cinéma, de photographe, il ne dit rien, mais il a fait, he made a shape avec ses mains magiques, sans bâton. Il a fait quelque chose qui communiquait avec l'orchestre. Et c'était extraordinaire. Et c'était aussi, je crois, l'origine de sonorité de l'orchestre de Philadelphie. Ce qu'il faisait avec ses doigts, il prenait les mains, il prenait la musique avec ses mains. Qui d'autre? Alors si vous êtes d'accord, je vous propose de vous écouter jouer. Il s'agit d'une rareté que je ne connaissais pas du tout. Voici le 3e concerto pour piano en mi bémol majeur de Franz Liszt. L'orchestre symphonique de Vancouver est dirigé par Sergio Commissiona. Notre invité, Jérôme Lowenthal, est au piano.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, le troisième concerto pour piano en mi bémol majeur de Franz Liszt. L'Orchestre symphonique de Vancouver était dirigé par Sergio Commissiona. Notre invité, Jérôme Lowenthal, était au piano. Alors, je voudrais passer peut-être à l'enseignement. Vous avez pendant de nombreuses années été à la célèbre Juilliard School de New York. Quel est le message principal que vous avez cherché à transmettre à vos étudiants? Bon, vous connaissez le conte de Borges qui s'appelle Pierre Menard, l'auteur de Don Quichotte. Ah non, allez-y, je vous écoute. Dans ce conte, un écrivain français, imaginaire, pas un vrai, mais dans l'histoire qui s'appelait Pierre Menard, il a une idée, un projet. C'est de traduire, et il était un homme de la fin du siècle 19e, 20. Cet écrivain de cette époque décadente, pour ainsi dire, avait l'idée de traduire 2 chapitres de Don Quichotte de Cervantes, de les traduire sans changer un mot ni une marque de ponctuation. Oui. Mais en donnant une nouvelle signification à chaque mot, par le fait que c'était lui, pas Cervantes. Bon, ce que j'essaie de transmettre à mes élèves, c'est cette idée qu'on joue aussi correctement que possible chaque indication des compositeurs. Et par le fait que c'est eux qui trouvent la signification de la musique, par ce fait, donner une nouvelle compréhension de la musique. Évidemment, vous pouvez dire, c'est une abstraction, comme l'histoire de Borges.
Mais un autre moyen de dire la même chose, c'est que ce qui compte surtout n'est pas de trouver l'idée du compositeur, mais de trouver l'idée de la musique comme la musique nous parle, ce qui n'est pas la même chose. Quoi, on dit? Vous ne voulez pas jouer comme le compositeur aurait voulu? Imaginez, on me dit, par exemple, imaginez si on avait des disques, des enregistrements de Mozart, et je réponds, oui, on n'a pas de disques de Mozart, mais on a des disques de Rachmaninoff, de Bartók, de Shostakovich, de Poulenc, de Britten, et d'autres compositeurs, y compris les grands virtuoses de leur instrument, comme Rachmaninoff, comme Bartók, comme Prokofiev. Est-ce qu'on essaie de jouer exactement comme eux? Pas du tout. Tout le monde admire Rachmaninoff, mais nos idées de phrases, de tempo sont assez différentes du compositeur. Le troisième concert de Prokofiev, qu'on connaît si bien et qu'on joue magnifiquement, disons Martha Argerich par exemple, la grande. Il y a un enregistrement de Prokofiev. C'est comme un autre morceau. Est-ce que cela veut dire que nous sommes obligés de jouer comme Prokofiev? Pas du tout, à mon avis. En tout cas, personne ne le fait. Mais on peut faire tout ce que Prokofiev indique dans la musique et trouver une chose qui répond différemment à notre idée de la musique. Donc, j'essaie de transmettre cette idée. Mes élèves sont tous remarquables. Ça, c'est parce que il est très difficile de se faire admettre à l'école Juilliard. Il y a une légende sur l'école Juilliard. Quand je vais en Chine, on vient me dire comment est-ce qu'on peut aller à Juilliard? Juilliard, c'est le mot magique. Donc, pour se faire admettre à Juilliard, il faut jouer très, très bien. Et pas simplement techniquement, mais artistiquement. Donc, évidemment, s'il y a des choses techniques ou des choses de détail que je voudrais corriger, je les corrige. Mais je veux aller bien ça. Et donc, je dis aux étudiants, il faut trouver ce que cette musique te dise. What the music means to you. Alors, je vous remercie, c'est vraiment passionnant de vous écouter. Malheureusement, on est un petit peu à court de temps. Alors, Jérôme, nous avons comme tradition de proposer à notre invité de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'avez-vous envie de nous faire entendre? Peut-être le morceau de Frédéric Rzewski, compositeur pas exactement belge, mais qui habitait en Belgique depuis longtemps. Down by the Riverside. Down by the Riverside, oui. Down by the Riverside, c'est un morceau qui traite dans une manière de Charles Ives une chanson américaine populaire. C'était une chanson que Pete Seeger, Monsieur Seeger s'est servi de cette chanson pour projeter ses sentiments sur la guerre vietnamienne. Une fois, je donnais une masterclass à Santa Barbara avec beaucoup de gens dans le public. J'avais une jeune femme qui jouait ce morceau et elle l'a joué et je disais quelques mots et je lui ai dit « Est-ce que tu veux le rejouer ?» Et la deuxième fois qu'elle a joué, tout le public chantait. Tout le monde connaissait cette chanson. Et c'était au moment de la guerre contre l'Irak. Et quand tous ces gens se joignaient dans ces vers, Ain't gonna go to war no more.
Ain't gonna go to war no more. Cela était comme une grande voix contre la guerre. Et j'étais tellement ému. C'est un beau morceau. On m'a demandé à Frédéric Rzewski, qu'est-ce qui se passera quand les événements politiques ne sont plus pour nous? Et il a dit, alors il faut que la musique se justifie elle-même. Donc, je ne dis pas jouer ce morceau à cause de ce sens politique, mais c'est un morceau merveilleux. Et pour nous, il faut se souvenir aussi de sa signification. Surtout à l'heure actuelle. Je vous propose de l'écouter maintenant.
Alors, nous avons donc écouté Down by the Riverside, une composition de Frédéric Rzewski qui était au piano. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Jérôme Lowenthal, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Paul Fromm d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13 h, les jeudis à 14 h et les dimanches à 9 h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.